Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Julien! Hey, salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va. Écoute, on rentre-tu direct dans le sujet aujourd'hui? Ben, je me demandais si t'avais passé une belle semaine, s'il se passait quelque chose de nouveau dans ta vie. J'ai passé une belle semaine. J'ai rencontré, cette semaine, j'ai eu une rencontre avec Gabriel Lavallée. Gabriel Lavallée étant un ami qui est graphiste. Ouais. Puis, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête parce que l'hiver dernier, j'ai développé, là on va pas se le cacher, j'ai développé une police, comme une fonte pour ordinateur, de Liwanzek, du système d'écriture que je t'ai défini il y a une couple En Irial. d'épisodes. Ouais, Irial étant le nom de la langue, mon idéolangue, et Liwanzek étant mon idéoscript, Okay. le système d'écriture inventé. Ouais. Puis, je l'ai développé comme une fonte avec des glyphes reconnus par Word, par Excel, par n'importe quoi. C'était compliqué. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis pas un programmateur. Un programmateur, c'est quelqu'un qui fait des festivals. Ouais, exactement. Ouais. Mais t'es pas programmateur non plus. Je suis ni un ni l'autre, puis ça paraît, je me mélange entre les deux. Puis, fait que finalement, j'ai fait ça. Ça a pris tout mon petit change et beaucoup de être assis à mon ordi en m'arrachant les cheveux puis en cultivant mon beurre de raie. Mais j'y suis arrivé. Une semaine d'ermite, genre une semaine, à peu près une semaine, à juste vivre dans mon bureau puis essayer de comprendre comment ça marche ces cochonneries-là. Mais bon, j'étais très très fier de moi. Le problème, c'est que c'était pas esthétiquement très beau. C'était juste, le système est là, il fonctionne, mais ça paraît, tu sais, les traits sont pas vraiment intéressants ou développés. Fait que j'avais des gros défis, là. Pour ceux que ça intéresse ou qui connaissent les polices ou la typographie, il fallait que je fasse des ligatures, des alternatives contextuelles, des affaires compliquées qui font que les lettres se mélangent les unes aux autres quand tu les écris une après l'autre. Puis est-ce que, parce que je me souviens, quand on a regardé ton alpha syllabaire, tu me disais que tes consonnes, non, tes syllabes, ça semblait de haut en bas. Fait qu'est-ce que la fonte te permet de, quand tu écris, superposer deux caractères? Exactement. Fait que j'ai des caractères qui agissent comme des glyphes de base. Fait que quand j'écris P, ça fait un P qui est comme la lettre de base. Puis quand j'écris A après P, le A devient un A miniature qui monte sur le P. Puis si j'écris A en solitaire, il fait pas ça. C'est un gros symbole. Si j'écris AP, là, c'est le P qui monte par-dessus le A. Okay. Ce système-là, ça m'a fait, ça m'a donné mal à la tête. Ouais. C'est pas mon univers, je suis pas un gars qui fait ça d'habitude, mais c'est le propre de la démiurgie. C'est une pratique qui t'oblige à faire 10 millions d'autres pratiques un petit peu. Fait que tu sais, moi, je me considère comme un peu un touche-à-tout, jack of all trades, master of none. Ouais. Puis c'est ça, on dirait que le world building c'est fait pour moi parce que pendant une semaine, je l'ai fait au bout, je suis arrivé à quelque chose. Puis genre, je serais pas capable de le refaire aujourd'hui. Là. Genre, je l'ai perdu, cette information-là. Je sais plus comment ça marche. Mais est-ce que... Excuse-moi, je reviens encore là-dessus parce que ça me fascine. Est-ce que je peux, genre, télécharger ta fonte, mettons? Là, tu me l'envoyais, puis là, dans Word, je peux écrire. En ce moment, oui. Mais je ferai jamais ça. Justement parce que... Et là, je reviens à ce qui s'est passé cette semaine. J'ai eu mon deuxième meeting avec Gab Lavallée. Dans mon premier meeting, j'ai exposé le projet, j'ai décrit le concept de cette fonte-là, puis il est reparti avec de son bord, avec l'espèce de mission. Premièrement, c'est purement bénévole, il y avait juste le goût de travailler avec moi là-dessus. Là. Fait que merci beaucoup, Gabriel. Mais il est parti avec la mission de revenir avec une version esthétiquement agréable. Okay. Fait que je veux pas en ce moment comme publiciser la version boboche que j'ai faite. On va le faire un peu plus tard aujourd'hui. Étrangement, tu vas voir, dans la création que j'ai faite pour cette semaine, il y a une apparition de Liwanzek. Malheureusement, c'est dans ma fonte. C'est pas dans la nouvelle version qui est à venir. Okay. Mais Gabriel a fait un excellent travail. Et surtout, c'est un travail qui est démiurgiquement intelligent parce que les questions que lui m'a posées, c'est « OK, mais
avec quel objet ils écrivent, tu sais. Fait que je sais pas si tu te souviens... On parlait de graver sur la pierre au début. C'est ça. Ouais. Mais cette réflexion-là, moi, je l'ai eue grâce à Gabriel qui me posait ces questions-là, puis j'étais comme, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Fait que c'est un truc écrit avec un roseau, avec de l'encre, un roseau qui est coupé en biseau. Fait que là, on a fait des tests en prenant un roseau coupé en biseau et de l'encre. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait de son bord. Mais il a vu un peu c'est quoi les formes que ça ferait, les caractères, tu sais, la graisse change du caractère. Au fur et à mesure que tu passes ta plume dans un sens ou dans l'autre, tu sais, des fois ça devient plus gras, des fois ça devient moins gras. Ouais. Mais si tu le fais de façon artificielle, ça donne un peu n'importe quoi. Mais là, lui est allé manuellement, après ça, de le reproduire dans Illustrator. Wow. Fait que... J'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, je suis vraiment, vraiment content de ce que ça a donné. Fait que ça, c'est mon évolution de la semaine sur mon idéoscript. Ouais. C'est ça. Belle évolution. Hâte de voir la suite. Ouais, je te le montrerai quand je vais avoir cette version-là. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à l'ancienne version, malheureusement. OK, en deuxième partie. Oui. Mais en première partie? Ouais, je t'ai proposé quelque chose à lire. Oui. Pourquoi t'as choisi ça? Ouais, c'est une bonne question. Il y avait une intention derrière. En fait, ce que je t'ai fait lire, c'est une nouvelle qui est dans les nouvelles peut-être les plus significatives de ce personnage-là, qui est Conan. Conan le Cimérien ou Conan le Barbare. Là. Mm-hmm. Ceux qui connaissent peut-être moins la partie littéraire, c'est le film avec Arnold Schwarzenegger qui a une super grosse épée. Là. Tu m'as proposé ça, puis j'ai fait « OK, on va lire une histoire », mais j'ai jamais vu ce film-là. Ben, c'est intéressant parce que le film, c'est quoi? C'est les années 80? Ouais. Là, je parle à travers mon chapeau. Je l'ai pas sous les yeux, mais... Puis Conan, c'est un personnage qui a été inventé dans les années 30. C'est qu'il y a quand même une grosse différence entre ce qui était à la mode dans les années 80 puis ce que le public voulait avoir quand il allait au cinéma versus ce qu'on lisait dans les années 30. Mm-hmm. Mais la vraie raison pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que on a parlé déjà à plusieurs reprises du Seigneur des Anneaux. Oui. Puis de l'importance que le Seigneur des Anneaux a eu dans toute l'écriture du fantasy, mettons. Ouais. Puis Conan, ben c'est une œuvre pré-Tolkien, Seigneur des Anneaux. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui nous sort de ce qu'on est habitué de voir, qui est des elfes, des nains, de cette quête-là, d'un personnage qui est en continu sur 3 livres, tu sais. Comment l'auteur de Conan, Robert E. Howard, comment il voulait voir ces histoires-là, c'était quoi son objectif, c'était de présenter des histoires comme s'il était un peu décousu. On peut pas clairement établir l'ordre chronologique dans lequel ces aventures-là sont arrivées, mais ils mettent toujours en vedette le même personnage. OK. Ouais, c'est un format purement épisodique, avec juste un personnage, on connaît son caractère, mais les époques sont pas définies. C'est ça. Ton James Bond. Ouais, exact. Ouais, ben oui. C'est un archétype, on travaille avec, mais on sait pas quand il se passe quoi. À part pour la saga de Daniel Craig, ils ont voulu établir une temporalité, mais avant ça, il n'y a jamais eu de temporalité. T'as raison, puis on peut établir peut-être avec les modes vestimentaires, la technologie. Ouais, mais ça parle plus de la production que de la diégèse. Mais les histoires sont dans le désordre, puis souvent c'est des histoires très courtes. Là. Howard écrivait surtout des nouvelles, puis là j'ai choisi La Tour de l'éléphant. OK. Qui est selon ce qui est recommandé en ligne par des experts, là, qui est comme si tu veux lire une nouvelle pour te mettre dans le bain de Conan, c'est... Commencer par ça. Commencer par La Tour de l'éléphant. Ouais. Fait que veux-tu nous faire peut-être une petite... C'est sorti en quelle année exactement? J'ai dit les années 30? 1933. Ouais. En mars. Oh. Ça faisait partie de d'un magazine, un magazine de nouvelles, comme recueil de nouvelles, mais de plusieurs auteurs, qui s'appelait Weird Tales. Je ne connais pas Weird Tales. J'imagine que c'était quelque chose qui existait, mais est-ce que c'était obscur ou est-ce que c'était le magazine avec lequel tu veux publier? Je sais pas. C'est intéressant, on reviendra là-dessus sur le Est-ce que ça l'a rendu connu ou c'en est une qui est tombée dans les oubliettes puis c'est un autre dans 6 ans qui le rendra connu? Je suis pas certain que c'est la première traduction. Ce que je sais, c'est quand même intéressant, puis là, cette histoire-là, je vous la raconte de mémoire. Ce que je sais, c'est que ces histoires ont pas tant pogné que ça, puis ça a été repris par d'autres auteurs plus tard.
qui se sont appropriés un peu le personnage de Conan en disant voici les nouvelles aventures de Conan, puis moi j'écris les aventures de Conan, puis là c'était des aventures un petit peu over the top là. Ouais. C'était pas dans ce qu'on a lu dans La Tour de l'éléphant. Okay. C'était vraiment plus comme beaucoup de nudité, beaucoup de c'était très pulp. Ouais. Mais c'est quand même il y a quand même un aspect pulp. Ouais. Mais comme pulp genre paléolithique / antique. Puis ça fait quelque chose en soi, ça fait plus pulp rendu là, tu sais. Ouais, exact. Mais plus tard, il y a des calés, si tu veux, de Robert E. Howard, là, qui était vraiment comme du monde qui était intéressé dans sa littérature, tout ça, qui ont ramené ça un peu avec des recueils de nouvelles qui incluaient que des nouvelles qui étaient de sa plume, puis fait que c'est revenu à un moment donné, mais je pense qu'on peut trouver des choses en ligne sur cette histoire-là, c'est quand même assez intéressant. Ah ouais, mais ça m'intéresse. Ouais. Puis est-ce que tu voudrais qu'on commence par raconter c'est quoi l'histoire? Premièrement, juste dire, j'ai fait une publication, puis je vous ai invité à le lire avec nous. Si jamais il y a des auditoristes qui, par inadvertance, ont raté cette publication et auraient vraiment envie, fait que ce serait maintenant le moment pour peser sur pause, aller lire la nouvelle ou encore vous faire lire la nouvelle dans un audiolivre. Puis ça va honnêtement après. vous prendre quelques minutes le lire, là, parce qu'il y a 38 pages. Ah, c'est vraiment rapide, mais c'est 38 courtes pages. Oui, c'est pas grand-chose. Fait que c'est vraiment une lecture. Moi, j'ai lu ça en dedans de peut-être 45 minutes. Ah ouais, c'est rapide. Puis il est disponible en livre audio aussi. Il fait partie du recueil qui s'appelle Le Phénix sur l'épée et autres nouvelles. Fait que ouais. Mais je disais, à partir de maintenant, on va divulgacher. On va tout raconter puis donner nos opinions. Fait que si vous voulez pas vous faire bouffer la surprise, pesez sur pause, allez le consommer et puis revenez-nous. Je me lance? Oui. OK. L'histoire commence avec dans un genre de taverne, si tu veux, là, dans une ville qui s'appelle The Mall, qui nous laisse croire que cette ville-là, cette place-là, c'est un genre de repère de voleurs puis de personnes aux mauvaises intentions. On entend un voleur qui se vante de faire comme du trafic humain, puis il finit par dire on serait prêt à payer n'importe quelle richesse pour une des femmes que je peux voler. Lui, il me donnerait le joyau de la tour de l'éléphant, le cœur de l'éléphant. Puis là, au moment où il parle de ça, un homme très baraqué, un colosse, là, un beam, qui met sa main sur le voleur, puis qui dit tu parles de la tour de l'éléphant, c'est quoi la tour de l'éléphant? Puis là, rapidement, moi, connaissant qu'un peu la réputation de Conan, je me suis dit c'est sûr que c'est Conan, ce gars-là, mais il n'est pas vraiment nommé à ce moment-là encore. Conan va comme entendre parler de cette place-là, puis il va être comme obsédé par l'idée de voler ce joyau-là qui n'a jamais été volé, puis qui, selon le voleur de la taverne, est comme impossible à voler, parce qu'il est dans la tour d'un sorcier qui s'appelle Yara. Puis cette tour-là, même les plus grands voleurs de cette ville-là n'ont pas été capables de le dérober. Conan va essayer d'aller voler ce joyau-là, va rencontrer un autre voleur sur le chemin, puis va comme se mettre en équipe avec lui. Le voleur lui propose de faire l'ascension de la tour puis d'entrer par le sommet, puisque toutes les gardes sont à la base de la tour. Puis Conan va découvrir dans sa descente de la tour que en fait le cœur... Je dis la fin, je veux juste dire la fin comme ça. Ben oui, on est dans une section spoiler. Okay. Donc il va découvrir que le cœur de l'éléphant, ce joyau-là, c'est en fait une sorte d'artefact magique, puis que la tour de l'éléphant s'appelle comme ça parce que Yara a enfermé un être qui a l'air de venir d'une autre planète ou d'une autre dimension. En tout cas, il est clairement pas de ce monde-ci, là. Même pour eux qui sont dans une époque indéfinie qu'on comprend pas avec des peuples qu'on connaît pas, ça a l'air à les dépasser, là. Ouais. Puis Conan va prendre en pitié cet être-là qui est clairement emprisonné par le sorcier Yara, qui est en souffrance, qui est torturé de façon quotidienne en échange de pouvoir. On apprend que c'est la source du pouvoir de Yara, puis c'est comme ça qui est devenu si puissant. Va s'allier avec la créature, puis la créature va comme lui offrir une façon, un plan de détruire Yara. Conan va accepter. Puis ensemble, ils vont quand même facilement tuer Yara, ou plutôt l'enfermer dans le joyau. Ouais. Puis la tour va s'effondrer et Conan en ressort les mains vides après avoir vécu cette expérience-là. Puis, Puis la créature a l'air de quoi? La créature a l'air d'un éléphant.
Un vrai éléphant? Non, c'est comme un humanoïde avec une tête d'éléphant, puis c'est comme un genre il y a aussi des aspects, il me semble, qui sont comme si c'était une statue ou comme s'il était robotique, là. Puis il y a des ailes. Ouais, il y a des ailes. Puis il s'appelle Yoga of Yag, mais il se fait aussi appeler Yag Kosha. Ouais. Il y a comme 2 noms. Déjà, j'ai des opinions sur donner 2 noms à un personnage dans une nouvelle de 37 pages. Genre comme, pourquoi il y a 2 noms? Mais on pourrait peut-être justement... tomber en mode critique. Ouais, mais je pense que tu as fait un très bon résumé. Merci beaucoup, okay. Julien. J'ai sauté quelques bouts pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je pense que ça vaut quand même la peine. Tu as sauté des fun and games un peu, puis des périls qui arrivent sur le chemin. Mais c'est correct de sauter ça. Je pense que t'as trouvé le squelette. Là. C'est vraiment un truc comme de cap et d'épée. Là. Il va y avoir comme des bons affrontements entre Conan et les différents gardiens de la tour, les pièges. Il va les surmonter avec des façons inventives. Les différents gardiens aussi sont clairement propulsés par la magie. C'est pas juste des gardes avec un CB. Il y a des lions. Il y a des lions. Mais tu sais, il y a tout plein de choses que tu as l'impression que c'est... Moi, en tout cas, j'ai pas eu l'impression que c'était juste un lion. Non. J'ai l'impression que le lion, il est commandé et gouverné par la pierre de Yara, etc. Ouais. Fait que c'est ça, c'est ça qui fait que la tour est imprenable. C'est la magie du sorcier à l'intérieur de la tour. Ouais, ben... je veux savoir comment t'as trouvé ça. Oui, parce que pour moi, c'était une première lecture, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Tu connais rien de Conan. J'ai vu la pochette du film dans un club vidéo. Fait que, ouais, écoute, il y a des éléments que, premièrement, je dirais au niveau de la prose, parce qu'on va parler du world building, c'est inévitable. Fait que je vais clairer les éléments prose. J'ai trouvé que là, on l'a lu en anglais, je disais, la nouvelle existe aussi en français, mais Tower of the Elephant, c'est ce que j'ai lu. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait un vocabulaire riche, puis une façon de s'exprimer qui était claire. Clairement, locuteur natif de l'anglais qui sait utiliser son médium, mais que c'était un peu vieillot. Il y avait des formulations, des choses qui faisaient pas volontairement archaïque comme ça fait partie de la prose, mais plutôt j'écris en 1933. Absolument, ben oui. Fait que ça, c'est pas un problème. Je vais lire Edgar Allan Poe, je vais avoir la même opinion. Fait que ça en fait pas de la mauvaise littérature, mais ça faisait que je me sentais un peu déconnecté de cette littérature-là. Ça a presque 100 ans quand même, fait que c'est sûr que... Exactement. Ouais. Si quelqu'un aujourd'hui écrivait avec cette plume-là, je le féliciterais pour sa maîtrise de la langue, mais je dirais aussi, t'es-tu sûr que c'est le choix que tu veux faire pour gagner ton public? Parce que c'est un peu... ça fait un effet un peu hermétique à la lecture, d'avoir des trucs de vocabulaire de très haut niveau. Fait que, après ça, ben, génial, si t'as le goût d'embarquer dedans, tu nivelles par le haut, tu sais. Puis c'est mieux ça que le contraire. Ouais. Mais tu peux bloquer du lectorat. Ouais. Fait que oui, maîtrise de la langue, j'ai appris des tournes de phrases ou des mots que je me dis, je vais les voler puis je vais les utiliser quand je vais écrire des affaires. Fait que le genre qu'il a choisi ou dans lequel il travaille, c'est hot, je trouve, parce que justement, c'est de la fantasy qui est non elfique. Puis j'aime ça, voir ça. Ça me rappelle vraiment un personnage Là, je vois un personnage de Balbar. J'ai écrit Paléopulpe. J'ai écrit entre parenthèses Hercule et Xena, point d'interrogation. Je suis un peu là dans ma tête. Puis à côté, j'ai écrit Turok. Ah ouais, hein? Fait que genre, j'avais ces personnages-là c'est plus barbare, plus grand que nature, que, tu sais, l'archétype du barbare, puis qui devrait définir c'est quoi un barbare. Mais hein? Fait que j'ai l'impression que ça l'a fait, là, parce que si je te dis, nomme-moi le barbare, tu vas dire Conan, tu sais. Ben, même la classe de Donjon Dragon barbare est clairement basée là-dessus, sur plein de... Ouais, parce qu'il part en rage. Oui. le bonus à ta classe d'armure si t'as pas d'armure. Ouais. Je pense qu'il finit la nouvelle, il reste qu'un pang, genre. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté? La structure narrative, j'ai senti que c'était une game de Donjon Dragon. Ah ouais, hein? Vraiment, surtout avec l'arrivée du deuxième voleur. Ouais, Taurus. Là, je suis comme, OK, là, il vient d'arriver autour de la table, faut le présenter à l'autre personnage, faut qu'ils se disent qu'ils ont le même objectif pour qu'ils fitent ensemble puis qu'ils partent en mission. Ouais, parce que c'est complètement invraisemblable que les deux arrivent au même moment à la tour. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça aussi, il y a une règle d'écriture narrative qui est les coïncidences
qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, souvent, c'est une coïncidence, c'est correct. 2 coïncidences, t'as un gros problème. Ouais. Puis, la coïncidence, faut qu'elle soit au début de ton histoire. Faut pas qu'elle soit l'élément qui résolve ton histoire. Okay. Fait que, c'est ça qu'on a ici. Fait que ça, c'est parfait. Ça, je trouve, c'est le manuel de comment écrire une histoire de ce type-là. Ben, il est écrit par Robert E. Howard. Tu sais, genre, j'ai aucun doute qu'il est capable de bien le faire. Ouais. Mais, bon, c'est un peu peinture par numéro quand tu le lis 90 ans plus tard. Oui. Tu dis, j'ai vu ça 1000 fois. Mais il y a toujours... C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé, je peux pas chialer, tu sais. Mais reste que chaque rencontre, tu sais, mettons qu'on voit ça comme une game de donjon, là, Ouais. chaque rencontre est quand même... Tu sais, comme c'est un classique, l'araignée dans une pièce. Là. Ouais, j'ai écrit les challenge ratings des rencontres au fur et à mesure qui se passaient. Aussi, le narrateur est vraiment omniscient. Hein? Ouais. Moi, j'aime ça quand on a un peu d'un POV, on a un point de vue qui vient, narrateur 3e personne limité, il est pris dans la tête d'un personnage, quelque chose. Dans cette nouvelle-là, on voit Conan aller, mais on est toujours en train de regarder une scène. On n'est jamais dans son intériorité. On rentre jamais dans son monologue intérieur. Même le narrateur lui-même ne nous laisse pas un peu accès à dire son opinion sur les agissements de Conan ou une petite bribe des pensées que Conan pourrait avoir à ce moment-là. On n'est jamais là. On est tout le temps dans une description de l'action. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a manqué. Moi, j'aime lire des choses qu'on peut vivre dans le personnage. Sauf qu'en une trentaine de pages, on arrive quand même à faire des déductions sur certains aspects du personnage. Oui, on la connaît, sa personnalité, puis on connaît ce qu'il pense de la vie. Ça nous est jamais donné de l'intérieur. Faut tout le temps déduire. Fait que plus tu lis des nouvelles sur Conan, mieux tu connais Conan, mais tu sais toujours pas comment lui se parle à lui-même. Non. Tu sais toujours pas comme... T'es jamais 100% sûr de le connaître. Il y a un moment où, avant de se rendre à la tour pour la voler, il passe dans le quartier des temples. Puis le narrateur il met un commentaire sur qu'est-ce que Conan pense des religions. Ah ouais? Ok, mais j'ai raté ça. Puis, dans le fond, le concept, c'est que c'est un barbare puis qu'il est dans le monde civilisé. Puis il donne, le narrateur, son opinion sur les religions civilisées, qu'il trouve trop ci, trop ça. Beaucoup en contraste avec sa propre religion à lui. Lui, il croit en Crom, qui est comme un... Ouais, qui est le dieu des barbares. Là. Qui est comme juste dieu de la guerre. le dieu du métal, je sais pas trop, là, tu sais. Puis je pense que c'est le seul moment où vraiment on a accès à qu'est-ce que Conan pense de quelque chose. Mais si jamais, ça arrive peut-être une autre fois ou deux, là, mais c'est souvent, ce qu'il pense, c'est souvent très prévisible. C'est souvent très limité. Okay. C'est vraiment comme, lui, il voit le côté pratique de quelque chose. Fait que là, quand il voit quelqu'un, il est vraiment comme ça. Là. Il n'y a pas de... Il prend le chemin le plus court. J'avoue que si t'as une histoire à raconter, je veux dire, t'as une façon que tu choisis de raconter l'histoire de Conan, c'est-à-dire un personnage qui pense jamais plus loin que ce qu'il y a devant lui. Un des choix qui a du sens, c'est de jamais nous montrer plus que ce qu'il y a devant lui. Tu sais, ça a une force méta-narrative de choisir le narrateur purement omniscient pour un personnage aussi purement omniscient. Eh ben, je veux dire, qu'il n'y a pas d'intériorité, tu sais. Ouais. Il est personne jusqu'à ce qu'il fasse une action. Exactement. Il est ce qu'il fait, tu sais. Oui, exactement. Exactement, ses actions vont définir la personne qui est, le genre de personnage qui est. Puis justement, c'est ça, cette nouvelle-là. Il s'en va pour se remplir les poches. Il se trouve une aventure, une quête. Ah, je vais voler ça, je vais devenir puissant puis riche. Puis finalement, il fait un choix moral qui fait qu'il se retrouve avec rien. Puis il est de retour à la case départ, prêt pour une autre aventure. Mais nous, on a appris que face à un choix comme ça, on a appris que Conan, c'est pas un homme cruel. On a appris qu'il est capable de compassion. Bon. Il est capable de compassion, C'est ça? Ouais. C'est quand même... Puis ça nous l'a ramené à case départ, prêt pour une nouvelle aventure. Exactement. On est dans le purement épisodique. Très il faut ça. Il faut qu'il nous soit ramené à case départ. Ouais. Là, je serais curieux de creuser, voir si Howard a écrit d'autres. T'sais, il y a peut-être une version plus approfondie, il y a peut-être une nouvelle qui nous fait vivre. Parce que le film commence avec un événement tragique familial, le film avec Arnold. Ah ouais? Puis là, si je me trompe pas, il me semble que le méchant dans l'histoire, c'est Yara.
Puis il y a la tour de l'éléphant dans le... Ils ont comme mélangé des histoires puis ils ont inclus ça. Ben, c'est parce qu'il grimpe une tour avec une voleuse, puis il arrive cette affaire-là. Là. Sauf que ça commence avec un genre de drame familial où ce sorcier-là vient dans son village puis exécute sa famille. Ouais. Puis là, il garde ça dans sa tête, puis là, tu suis comme son parcours en tant qu'esclave pour telle tribu, puis il se bat dans des sortes de jeux comme des death pits, là. Puis là, il finit par gagner sa liberté. Puis ouais, c'est ça. Une piscine à balles, ouais. Il joue dans des piscines à balles. Oui, c'est ça. Mais avec du monde mort. Oui. Puis là, ils vont vraiment essayer de plus développer ce personnage-là, mais d'après moi, ce qu'Howard nous propose, c'est pas ça pantoute. Mm-hmm. Ce qu'il veut faire, c'est un héros. Ouais. Puis il définit ce héros-là en nous donnant des bribes de ses aventures, puis à chaque fois qu'on le voit, il est mystérieux. Il est... On nous présente souvent, quand on écrit, on nous présente souvent que un personnage unidimensionnel, c'est problématique. C'est vrai que ça l'est dans plein de situations. Mais tu peux faire pour moi, en tout cas, tu peux faire le choix d'un personnage unidimensionnel, puis plutôt qu'aller vers son humanité, tu vas vers son archétypal. Le personnage représente quelque chose, il représente soit quelque chose de profond et complexe chez l'humain, mais juste en étant la pointe de cet iceberg-là, fait qu'on peut déduire le reste, ou il peut représenter juste carrément genre une affaire simple, surtout si c'est un personnage tertiaire. Mais si tu prends ton personnage principal puis t'en fais un personnage à une dimension, ce que je trouve qui est le cas de Conan, mais la façon de le faire, c'est que c'est un archétype, c'est le parangon de sa réalité. Puis tu sais, c'est quoi un barbare? C'est lui. Fait que c'est ça que ça veut dire être un barbare. C'est une avenue quand même valable, que souvent on se fait taper ses doigts en tant qu'auteuriste de créer des personnages comme ça facilement là, par les bien-pensants. Ouais. Mais non, ils ont une valeur, ces personnages-là. Puis je pense qu'il y a un passe-droit aussi de l'époque de laquelle il nous écrit ça, tu sais. Je sais pas si t'as vu sa face, là. Le gars, moi, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir une photo de Robert E. Howard. La photo qui est sur le livre, là, on pourrait la mettre en image là, dans la vidéo YouTube. Ce gars-là, il écrit pas des livres. Là. Ce gars-là, il vole des banques avec un Tommy Gun. Là. C'est ça, exactement ce que j'allais dire. Il est dans la gang à Al Capone. Oui, il est dans la gang à Al Capone. Là. Il a vraiment pas l'air d'un gars qui écrit des histoires fantastiques. Puis, c'était un ami à Lovecraft, hein? Pour vrai? Oui. Ah. Puis ça a été... Dès que j'ai fini de lire la nouvelle, j'ai écrit sur Google Robert Irvin Howard, Lovecraft, Friends, pour tout de suite trouver les liens puis leur amitié. Parce que la fin, là, on va en parler. La fin est Lovecraftienne. Mais c'est de l'horreur cosmique pure et dure. Là. Le nom qu'il a choisi pour l'entité. Là, oui, c'est comme ça sonne comme Yog-Sothoth ou Nyarlathotep ou je sais pas quoi. Là. Ça sonne comme des créatures Lovecraftiennes. Puis Lovecraft aussi publié dans des magazines comme ça. Là. Ouais, mais juste des commentaires pro-nazis. Wow. Okay. Il faut qu'on parle du world building derrière ça. Ouais, mais je vais finir la prose parce que j'avais d'autres éléments. Vas-y. Au début, il y a une scène d'action dans le bar. Ouais. Elle est élidée. Oui. Genre, il y a un premier skerfuffle qui arrive. Là. La lanterne toute tombe à terre, puis là, il fait noir. Puis là, après ça, il y a plus personne. Tout le monde est à terre en sang. Tout le monde s'est sauvé. Seul Conan sort, tu sais. Ouais. Fait que tu vois ça, tu comprends tout sans avoir la scène d'action. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré qu'on me fasse un jump cut de la marde pogne à c'est fini, il y a juste Conan qui s'en sort. Écoute, ça... J'aime tellement ça, je trouve que c'est tellement moderne comme écriture, puis ça fitait pas dans tout le reste de ce qu'il me donnait. Fait que ça m'a brisé mes affaires. L'intro, c'est définitivement ma partie préférée du livre. Il y a tellement de stock là-dedans, ça dégouline de saveurs, là, c'est comme sa description de cette taverne-là, comment, en nous décrivant ça, il réussit à nous dresser le portrait de tout le monde, nations qui sont représentées là. Oui. Ça, c'est vraiment un coup de génie, là. Puis, tu sais, c'est ça a été refait. Mais genre, props là, à ce gars-là de l'avoir fait ce qui semble être pas mal dans les premiers. Là. Tu rentres dans la taverne et tu vois tout le monde assis. Et c'est comme... c'est du bonbon à lire. Moi, pour vrai, si t'es moindrement capable de lire l'anglais, je comprends que tu peux préférer l'écouter ou le lire en français, mais il faut lire l'intro en anglais. C'est vraiment, vraiment un masterclass sur
comment juste comme setter ton histoire. C'est sûr que c'est cliché aujourd'hui là, de dire ton histoire Ouais. commence dans une taverne pis Mais- tout, mais Puis il y a un autre élément aussi qui m'a surpris dans son écriture, c'est il a tué Taurus. Fait que le Taurus, l'autre voleur. ouais, il se fait piquer par l'araignée. Ouais, mais c'est pas tant la manière de sa mort que, tu sais, je dis pas tant la méthode de sa mort que la manière de sa mort. Il est mort de façon subite, abrupte, entre deux phrases. Ouais. Fait que ça, j'ai adoré ça. Qui nous le tue avec aucune cérémonie. Après nous avoir vanté à quel point il était bon, agile C'est dans ça. ses mouvements, préparé. Il y avait full de Ouais. personnalité aussi, puis ça faisait comme dynamic duo. Il était avec Conan, puis lui, il est tellement genre bon parleur. Puis Exact. fait que là, tu fais comme, ah, ok, ça va être ça le duo pendant toute ma nouvelle. Non, mais 7 pages plus tard, Ouais. il passe au cash. Ouais. Puis il passe au cash avec aucun respect du narrateur, là, tu sais. Il existe dans le jeu de rôle quelque chose qui s'appelle le OSR, ou plutôt OSR en anglais, c'est Ok. le Old School Revival, puis c'est de jouer à Donjons Dragons ou à différents jeux de rôle de la façon à laquelle les jeux étaient joués quand ils sont apparus. Des années 70-80. Genre. Ouais. Qui était un style de jeu beaucoup plus mortel, puis beaucoup plus basé pas sur les capacités que ton personnage a sur la feuille, mais sur comment le joueur peut être inventif pour régler des rencontres sans avoir à risquer de mourir, parce que c'était très fatal comme façon de jouer. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est basé là-dessus. Parce que la façon dont ils vont gérer les lions, Ouais. lui, il a fait une quest avant Taurus. Là. Il est parti sur une quête avant, puis cette quête-là lui a donné une genre de poudre Oui. qui lui permet d'empoisonner les lions. Mais il y en a juste assez pour les empoisonner, les lions. Il y en a pas plus. Il peut pas l'utiliser sur un deuxième Ou monstre. sur un garde. Non. Ou, non. Puis là, c'est comme ça qu'ils gèrent cette affaire-là. Comment ils vont rentrer dans la tour? Ben, il y a un grappin. Son grappin est fait avec des cheveux de je sais pas quelle sorte de sorcière. Là, il l'explique en quoi. Oui, oui. Là, Rapunzel. il grimpe cette tour-là. Fait qu'ils viennent de franchir comme un deuxième obstacle. Là, ils rentrent dans cette pièce-là, où il y a une araignée qui est bien cachée au plafond, puis là, ben, malheureusement, les dés sont Là, allés de son côté. Ouais, puis il y avait plus ces ressources-là. Là, Non. là il est à cause, son sac, son bag of holding est vide. Ouais. Mais oui, j'ai vraiment senti ça. Là, on Puis était vraiment dans une game d'un jeu de rôle. Puis à partir du moment où Taurus meurt, Conan devient vraiment méfiant. Il descend vers la prochaine pièce, en sachant pas quelle sorte de piège va l'attendre. Il est nerveux. Il est pas... C'est pas nécessairement un personnage invincible. C'est un personnage qui a beaucoup d'instinct. Puis à partir du moment où il arrive cette affaire-là, ça aurait été Conan qui serait mort s'il était entré en premier. Là. Ouais. Là, à partir du moment où ça s'est arrivé, c'est comme si ses sens fauves s'étaient mis en marche. Puis là, il était très prudent, Ouais, c'est très une méfiant. tête à l'affût, là. Ouais. Moi, ça, j'ai trouvé ça du bonbon. Pour Ouais. vrai, là, je l'ai lu 2 fois. Je le relirai une 3e fois sans problème. Je me suis justement noté des trucs par rapport au world building de ce que tu t'as dit. Tu sais, la poudre qui souffle, le bloodstone, il y avait un lotus noir, il y avait comme des éléments. La poudre, c'est de la poudre de lotus noir. C'est ça, la poudre de lotus noir. Fait que il y avait des éléments comme ça qui font partie comme, je sais pas si on peut appeler ça du novum en fantasy, là. C'est le même que les gens appellent ça en science-fiction. Tous les éléments inventés qui appartiennent à ton world building, des objets, là, carrément. Ouais. Ça s'appelle du novum. C'est un mot que j'ai seulement entendu dans les sphères de science-fiction, puis jamais dans les sphères de fantasy. Mais je pense que on peut donner ce nom-là là, à tout hasard comme ça. Okay. Mais c'est des éléments world building. Tu sais? Comme quand il décrit sa corde. Ouais. Je pense que c'est des cheveux de femmes qui sont en deuil. Il y a comme quelque chose de même, là, de comme c'est mystique. Cette corde-là, elle soutient le poids de Conan puis de Taurus parce qu'elle est faite avec ça. Ouais. Mais écoute, j'ai l'impression que le lotus noir, c'est une plante qui existe. Non? Oui, c'est pas ça, c'est que c'est des peut-être que ça existe, mais son poison, là, la poudre comme telle, est-ce qu'elle existe? Puis si oui, ben elle est inspirée de notre monde, c'est cool, sinon elle est créée de toutes pièces, mais elle fait partie de je sais pas comment dire ça, de l'inventaire qu'on doit avoir en tête. Ouais. C'est pour vivre la nouvelle.
Est-ce que ça existe ou non? Ben moi, ça me sort juste... Oui, ça me sort la carte de Magic, Black Lotus. Ben oui, une carte classique à Magic the Gathering. Ouais, fait que, écoute, peut-être que c'est une plante qui existe pas en tant que telle ou qui existe sous une autre forme, parce que je sais que dans son énumération des différents états, c'est un homme qui fait... Son époque, là, l'âge hyperboréen, ouais. Est quand même... C'est comme de la pseudo-histoire, là. Il y a Atlantide là-dedans. Oui, c'est ça. Il parle des Pictes un moment donné. Les Pictes, ça m'a surpris, justement, j'ai noté, parce que, tu sais, les Pictes, c'est un peuple qui a existé pour vrai. Exact. Tandis que les Atlantidéens, pas tant, tu sais. En tout cas, j'ai hâte d'en rencontrer un. Ben, il est un peu reconnu pour ça. Il est reconnu pour aller chercher un peu dans ce qu'aujourd'hui on trouve Kéten, tu sais, de penser qu'il y a une cité sous la mer, puis lui il va chercher, c'est vraiment ça. C'est comme il rassemble tous ces mythes-là. C'est comme tous les mythes pré-bibliques, si tu veux. Là. Puis là, il les met comme tout dans cet âge-là. Tu sais. Fait que je serais pas surpris que beaucoup de ces choses sont ancrées dans ces genres de cultures-là. Puis il y a même, il parle de l'Orient à un moment donné, là, puis tu comprends que c'est asiatique, son Orient aussi. Fait que c'est vraiment dans notre monde, c'est juste à une époque indescriptible. Tu sais, c'est impossible de la placer dans une ligne de temps. Ouais. Puis l'esthétique du film que je retiens, moi, c'est que je l'ai écouté récemment, le film, là. Puis t'as vraiment un genre d'environnement Mad Max-esque, tu sais, les wastelands, là. Ouais. C'est vraiment comme ça. C'est un monde fait pour le monde tough. Puis ça va pas bien, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu peux te faire attraper en voyageant d'une ville à l'autre, puis tu deviens un esclave ou... Fait que c'est comme un monde qui est comme super dangereux. Fait que c'est un monde qui est fait pour Conan. Exactement. C'est les souliers de bois, c'est pas les pantoufles de soie. C'est ça, ouais. Ouais, je comprends, mais c'est un choix aussi qui est important à faire, ça. Ça va être qui ton personnage principal versus c'est quoi le monde que tu choisis de créer. Pour que ton personnage évolue dedans. Ouais, parce que ce monde-là va être le berceau de ton personnage, ça va aussi être son tombeau. Fait qu'à travers quoi tu vas le faire, tu sais, il va falloir qu'il affronte le monde dans son histoire. Fait que c'est quoi ce monde-là? La job du démiurge, c'est pas d'inventer un monde, d'inventer un personnage puis qu'ils ne fit pas ensemble, c'est de placer les deux pour que ça devienne genre un match parfait. Absolument. Là. Mais en même temps, moi je serais vraiment attiré par une histoire de le vieux Conan. Le monde s'est civilisé, le monde est plus dangereux. Comment le vieux Conan s'épanouit dans ce monde-là. Tu sais, je pense qu'il y a comme une histoire à raconter aussi. Logan. Ouais, c'est Old Man Logan. Ben, il y a beaucoup de parallèles à faire entre Conan puis Wolverine. Tu sais, dans le sens où... les deux sont canadiens. Oui, c'est ça. Les deux sont canadiens. Les deux ils ont été joués par Hugh Jackman. Ouais. Non, mais les deux sont du tac au tac. Ouais. Les deux ont un tempérament, tu sais, tu veux pas... Sauf que quand t'es dans le trouble, c'est de ça que t'as besoin. Les deux, c'est l'outil parfait. Puis aussi, les deux ont un bon fond. Ouais. C'est pas dit, ça. C'est pas nécessaire que tu vas avoir un personnage qui a un grand cœur quand c'est nécessaire. Tu sais, quand l'occasion se prête, lui, il devient compassif et aidant. Je pense que Wolverine a cette qualité-là aussi dans les plus récentes itérations. Là, peut-être pas au début, là, quand il apparaît dans les années 60. Je suis pas sûr qu'il est tant gentil. Mais... Non, mais maintenant, ça fait partie de la culture populaire. Que, clairement, Wolverine aurait réagi de la même façon avec la créature de la fin de la nouvelle, là. L'éléphant. Là. Oui. Puis il y a un élément de l'archétype aussi qui est la loyauté. Genre l'espèce de l'honneur du barbare, tu sais. Le barbare, il est barbare, mais il est pas barbare sur tout. Puis les citadins vont être plus barbares sur les choses. Tu sais, ils vont mentir, ils vont... Ouais. Tu comprends? Mais à quelques reprises, je dis plusieurs, mais le livre il y a 30 pages, là. Mais il arrive 2 ou 3 fois que il va avoir une interaction avec quelqu'un qui est pas un barbare. Puis cette personne-là va être brusque, va se moquer. Hein, la moquerie, clairement, Conan ne se moque pas de personne. Non. Il est un peu simple, mais il se moque pas. Puis de faire rire de lui, ça l'insulte. Ben oui. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, là, quand... Oui, je m'en souviens. Là, quand la bataille à taverne à Pong... à part pour ça, ouais. C'est ça. Ouais.
Ouais. Aussi, si t'es game, là, je parlerais du bestiaire, je parlais de nos monstres. Puis c'est des animaux, c'est un bestiaire purement animalier. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que on est habitué à ce que ce soit de camper dans des mythes, les monstres, ou que ce soit de la pure xénobiologie faite par de main de maître avec je sais pas moi, un écureuil géant qui a une paire de membres à côté de la bouche puis une poche de marsupial. Mais ici, c'est des lions. Les lions sont contrôlés, hein, mais c'est des lions. Il y a des araignées, il y a des chats, il y a des éléphants, il y a un python. Ouais. C'est juste des animaux. Ouais. Fait que ça donne une saveur particulière que les dangers là puis les bêtes, c'est juste des bêtes qui sont dangereuses dans la vraie vie. Est-ce que c'est un signe de l'époque? Peut-être que dans les années 30, aller dans un zoo puis voir un lion, c'est comme wow, tu sais, ça frappe vraiment l'imaginaire. Ouais. Pas tout le monde a accès à voir un lion puis Ça serait une forme comme de mysticisme exotisant. Moi, je suis occidental puis je tripe sur le fait de voir un éléphant. Il n'y a rien de plus fou qu'un éléphant. Parce que, tu sais, les musées avec les... Tu sais, ça fait très Indiana Jones, là, d'avoir un musée, puis là, dans ton musée, t'as un sarcophage, mais t'as aussi... tu peux voir un spécimen exotique. Tu sais, d'après moi, peut-être que c'est signe de son époque. Un peu cabinet des curiosités. Mais j'aime ça comment il décrit l'éléphant que Conan n'a jamais vu, mais t'as entendu juste une description comme un animal qui a une queue de chaque côté. Ouais. Puis là, tu comprends que... C'est tellement une description intéressante. C'est un choix de... Tu sais, moi, quand je pense à un éléphant, je pense à un serpent avec un éléphant dedans. Ça ressemble à un chapeau. Mais ça, c'est à cause du Petit Prince. D'ailleurs, maintenant, on fera le Petit Prince, si tu veux. Le world building est malade. Ouais. Mais non, c'est ça. Il se fait décrire comme quelque chose, puis il faut qu'il devine... Faut que nous, on devine que c'est une trompe, cette deuxième queue-là. Exact. Puis ça se fait comme de soi, là, tu sais, on le devine automatiquement, mais j'aurais jamais exprimé de cette façon-là. Ouais. Là, on va être obligé de lire une autre nouvelle pour voir si on est encore dans le bestiaire des animaux exotiques. Mais pour moi, c'est le fait que ça se passe à une époque comme un peu ancestrale et antique, je me serais attendu à voir genre une hydre ou une chimère ou... Tu sais, des bestiaux mythologiques. Ou qu'on ait un véritable affrontement entre Conan et le sorcier. Ouais, ça aussi. Là, il est un peu arrivé avec son MacGuffin, puis le sorcier a été vaincu, tu sais. Ça c'est un choix qui m'a pas plu. OK. Mais j'ai compris c'était quoi qui faisait Howard là-dessus. C'est que le vrai climax, le vrai moment important de la nouvelle, c'est l'élément cosmique qui fait partie d'une conversation. Ouais. Mais quand tu build up ta nouvelle puis que la fin, ça va être une conversation épique, une discussion qui mène à des lieux, ça peut être très cool, mais tu fais pas un build-up qui te promet ça va être de la guerre, un barbare avec une grosse épée. Fait que là, il a fait l'un, puis il a fini avec l'autre, puis pour moi, Conan aurait besoin, à la fin de son histoire, de se battre. Ouais. Mais... on a eu le combat avec l'araignée, tu sais, c'est ça qui a comme action, là. Ouais, mais à la toute fin, le grand méchant loup, là, Yara, il est juste là, Conan arrive, c'est super anticlimatique. C'est même drôle, là. C'est une joke, tu sais, fait que, ok. Pour ceux qui le liront pas, là, Yara est rapetisse. Oui. Il fait juste comme diminuer. C'est très Army of Darkness. Oui, vraiment. Puis il finit par comme être absorbé dans le joyau, là. Puis finalement, il n'y a aucun combat. Là. Fait que tu sais, cette fin-là, pour Monty Python, ça marcherait. Ouais. Mais pour Conan, ça m'a pas séduit, tu sais. J'ai fait comme, mais c'est pas la fin que lui mérite. Ce personnage-là mérite une fin à la Conan. Puis là, j'ai eu un peu un pet dans l'eau, là. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au Witcher. Oui. Parce que on a ça un peu dans le Witcher, l'aspect... c'est un chasseur de monstres qui a un aspect monstrueux lui-même, mais finalement, en côtoyant les monstres, prend quand même des décisions qui sont éthiques ou morales. Fait que j'étais comme surpris de voir ça dans Conan. Je sais pas si on l'a bien élaboré, là, mais il y a une grosse partie du world building à la fin. Là. Parce que dans le fond, quand il rencontre la créature qui ressemble à un éléphant avec des ailes, cette créature-là va lui donner une vision ou va juste lui raconter? Là, j'avoue, je me rappelle plus. Ah non, il raconte tout. Tout se passe en dialogue.
il lui raconte comment lui et ses semblables viennent comme d'un autre monde, possiblement une autre planète ou un autre ils univers. sont pas immortels, mais ils ont des millions d'années. Là, lui, c'est le dernier de son espèce, puis ça fait des millions d'années qu'il existe. Ouais. Puis ils ont même été vénérés par différents peuples au courant de l'histoire de l'homme. Puis Yara a comme trouvé une façon de le contrôler, de l'emprisonner, de faire comme un marché avec pour obtenir ses pouvoirs en échange. Puis cette façon de faire là à la fin vient vraiment juste ouvrir tout l'univers de Conan. On était vraiment dans un truc de cap et d'épée très simple. Ouais. Lui avec arrive... une idée de genre, les régions, les frontières, il y a une forêt au nord. T'as vraiment l'impression que t'es dans une petite map. Puis tout à coup, avec ce gars-là, ce gars-là, c'est pas un gars, là, c'est Ganesh. C'est une créature avec une tête d'éléphant, un corps un peu humanoïde, des ailes, puis clairement, il est pratiquement immortel. Il arrive, puis il nous ouvre la cosmogonie de l'univers de Conan. Il offre une nouvelle vérité à Conan. Moi, ça m'a amené tout de suite la question, est-ce que dans les autres nouvelles, on retouche à ça? Ou est-ce que c'était juste ça? Ça, c'était la fois où Howard a décidé de nous donner sa cosmogonie à travers... Tu sais, il a fait du worldbuilding, il nous l'a donné là-dedans. Puis après ça, ça n'a plus jamais rapport, parce que Conan, c'est pas ça sa vie, là. Il va pas sur d'autres planètes. Ce sera ma mission, Joël, dans mes temps libres, de consommer plus de Conan, puis de te revenir avec une réponse. Ben là, t'as pas de temps libre, Julien, parce qu'il faut que tu lises Annihilation. Ah, parce qu'Annihilation, c'est le prochain... Parce que dans un mois, on fait une critique de Annihilation par de Jeff Vandermeer, ouais, que je n'ai pas lu, j'ai vu le film. Okay. Toi, tu l'as-tu lu déjà? J'ai lu la trilogie au complet. Ah ouais? Mais je vais le relire pour l'expérience. C'est quoi le nom déjà de la Southern Reach? Southern Reach, ouais. Avec la trilogie de Jeff Vandermeer. C'est quoi les deux autres? Ils n'ont pas fait de film en les deux autres. C'est tous des trucs financiers. T'as Annihilation, non, c'est pas vrai. T'as Annihilation, t'as Authority, je pense, le deuxième. OK. Et le troisième, je vais devoir faire une recherche rapide. OK, mais c'est pas grave. Mais on lira pas la trilogie. On fait juste le premier? On fait juste le premier. Et c'est vraiment le livre, c'est pas le film qu'on va critiquer. Ouais, fait que ça, c'est le projet pour les gens qui voudraient lire avec nous dans un mois, mardi, le I don't know. Ça, c'est non plus. Laisse-moi regarder un calendrier, mais la réponse est juste là à côté de moi. En attendant, je peux te dire que le dernier livre de la trilogie s'appelle Acceptance. OK. Tous d'excellents livres, donc moi j'invite les gens intéressés à essayer de le lire avec nous, Annihilation, pour arriver préparé, parce qu'évidemment... Mardi le 23 octobre. Mardi le 23 octobre, on va divulgacher Annihilation à souhait. Yes. Puis au pire, vous pouvez juste regarder le film, puis il va y avoir de quoi pour vous aussi là-dedans. Absolument. Puis pour ce qui est de Tower of the Elephant, premièrement, je voudrais dire, c'est bon, lisez-le, c'est juste 37 pages, ça vaut la peine. Puis il y a des points qui m'ont un peu bloqué, mais je m'attendais à ça, puis je m'attendais à plus de ça. Ça a été du bon côté du balancier. Aussi, je trouve ça cool d'avoir un personnage principal qui est inculte de sa démiurgie qui l'entoure. Ouais. Tu sais, vraiment, purement en termes de comment livrer le world building qu'on fait en tant que créatrice. Il est même borderline inintéressé. Oh, il s'en fout, là. Ouais. Fait que, tu sais, tout est devant lui. Fait que le narrateur peut nous en donner. Lui, il prend ce qui a rapport avec la situation, puis il se fout du reste. Fait qu'on a vraiment un système de livraison de la démiurgie à travers le personnage, puis ce qu'il rencontre. Puis ça va jamais plus loin que ça. Fait que ça, j'ai trouvé qu'il y avait une leçon à apprendre de cette nouvelle-là, en termes de démiurge qui essaie de créer une œuvre littéraire, cinématographique, une BD, un jeu. Peu importe c'est quoi que tu crées, il faut que tu penses à comment tu vas l'amener au public. Ben, ce système-là d'avoir un personnage principal qui n'est pas dans l'aspect démiurgique de son propre monde, ça nous fait un rasoir de cam naturel, parce que tu ne gardes que ce qui a du sens pour ton histoire que tu es en train de raconter. Fait que tu sais, ça aide à couper dans le gras puis pas souffrir d'une démiurgite. Ben, en fait, même qu'on dirait que le narrateur est au courant, il est au courant, mais on dirait que le narrateur capitalise là-dessus, parce que je sais pas si tu te souviens, à peu près la seule information qu'on apprend des Amoriens, qui sont comme les habitants de la ville où ils se trouvent. C'est des pas fins. C'est des pas fins. Un peu sorciers. Ouais, puis des excellents voleurs. Ah oui.
Puis c'est un homme de Cotte, je pense, le voleur. Il vient de Cotte, si je me trompe pas. Puis là, ils disent comme Cotte, c'est les meilleurs voleurs. Puis, fait on dirait que même ce qui est important, c'est la gradation d'à quel point t'es un bon voleur. C'est ça que le narrateur met en évidence. C'est une valeur dans l'âge hyperboréen d'être bon à voler, là. Ouais, ah oui, c'est ça. Ça définit si t'es une bonne personne ou non. Exact. Ouais. Cool. Ouais, j'espère que ça donne le goût de le lire à certaines personnes. C'est quand même Conan, tu sais. Moi, ça m'intéressait zéro avant que tu me dises, on lit Conan, puis je sais pas si tu te rappelles, mais je t'ai répondu, Julien, je t'aime, et je fais ça pour toi et tes beaux yeux, parce que je m'en contre tabarouage. En fait, même qu'on dirait que ça devient un incontournable, tu sais. Ouais. Mais là, je peux comprendre, mais je vais t'avouer, je vais pas lire plein d'autres nouvelles de lui. Puis si jamais un jour on se donne pour mission d'en lire une autre, ça va me faire plaisir. Mm-hmm. Mais de mon propre chef, dans mon temps libre, c'est pas vers ça que je vais aller. Je suis super content par contre d'y avoir touché, puis d'avoir. C'est important, tu sais, de butiner puis de voir c'est quoi qui s'est fait. Puis ça, c'est comme un élément fondateur de la démiurgie. Là. Ouais, puis c'est comme un arbre aussi qu'on a là. Il y a un jeu en ligne, il y a un jeu de rôle. Il y a des films, il y a des bandes dessinées, il y a c'est une méga franchise en tant que telle. On salue tous les fans finis de Conan, les Conan Heads. Ouais, les Conheads, non? Non, c'est Conehead. Le pire, c'est que des fois, il y a des... Dan Aykroyd était un fan fini de Conan. Ah oui, Conehead, ouais. Bon flash. Ça fait plaisir. Mais il arrive plein de situations où il y a plein de monde qui se retrouve dans un palais des congrès, genre, puis ils se disent « je vais être avec plein de monde qui aime Conan le barbare », puis finalement, c'est un congrès de gens qui aiment Conan. Ah ouais, Conan O'Brien? Conan O'Brien. Ouais. OK. Elle était meilleure la tienne. Écoute, on va pas trier, là, on va toutes les garder. Moi, je veux juste dire merci, c'est fini, annihilation prochaine fois. Ouais. Puis là, on fait quoi? Là, tu vas nous faire la lecture d'un de tes textes pour ton world building de Gavin. C'est vrai, parce que là, c'est plus une affaire visuelle, il faut vraiment que je fasse de la lecture. Oui, puis moi, je vais réagir à ton texte par la suite. En défense du plébéien Gorientha Okshirpang. En mon absolue humilité plébéienne, puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, je présente cette supplique au tribun de la plèbe. Monsieur le tribun, je vous écris à propos de mon mari, le plébéien Gorientha Okshirpang, présentement détenu d'un geôle de Twitcha. Demain matin, il y a une plénière sénatoriale qui va avoir lieu avant l'exécution publique de midi. Je vous supplie de prendre sa défense au rostre. Mon mari, c'est pas un criminel. C'est un simple cordonnier, un homme bon, un sujet modèle de l'Empire. On l'accuse de s'être associé à un ennemi de l'État, mais s'il a fait ça, c'est parce qu'on y a pas laissé le choix. Avant de l'envoyer rejoindre la vieille fourmi d'un limbes éternels, il faut absolument que le Sénat considère son cas. Vous savez, les grandes guerres sont tout le temps instiguées par des nobles patriciens ou par des guerriers barbares. Sont combattus par nos phalanges puis équipés par nos forges. Mais si on veut que les troupes se rendent au front, il en reste pas moins qu'il faut chausser ça, tout ce beau monde-là. C'est pas la première fois que les serpents foutent la marde. Puis à chaque fois que nos légionnaires ont foulé les abysses d'Angzir, traversé l'isthme de Khaoshial, puis marché sur Sirangfi pour déposer un vizir usurpateur, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui leur avait gossé des sandales. Une rébellion serpentienne, ça s'écrase pas nu-pied certain. Faut les piétiner, ces rampeux-là. Derrière chaque campagne militaire, il y a un cordonnier. Puis derrière chaque cordonnier, il y a des bécosses. C'est juste ça donne que celle derrière chez nous donne sur des hypogées formiciennes. Entre vous puis moi, je sais pas comment le vieux fou a survécu à la Grande Purge, mais il était clairement déjà là, à conspirer dans ces ténèbres quand j'ai emménagé à Okshirpang. Gorien puis moi, on s'est toujours douté de quelque chose. Tout le village s'en doutait. Une bécosse qui brille vert fluo la nuit. Mettons que ça intrigue son homme. Mais ça en est toujours resté là. Mon mari aurait jamais cogné chez le voisin d'en dessous si ça n'avait pas été de sa crise de mission. Pouvez-vous croire? Il appelait ça sa mission impériale. Tellement fier de servir son pays. Dire que ça va lui valoir une pendaison. Tu sais, à la base, faut pas oublier que c'est une bévue administrative qui a mis mon mari dans le chenoute.
Le vrai coupable, là, c'est l'imbécile au bureau du décarque qui s'est trompé d'adresse sur l'enveloppe, pas le petit artisan local qui a tout fait pour obéir à un ordre. Imaginez-vous, un camélien de naissance modeste, cordonnier d'un petit village entre la rivière Sanazode puis les montagnes aquiliennes, avec rien qu'un compagnon à sa solde. Il reçoit du jour au lendemain un avis de réquisition impériale ordonnant la production de 230 000 sandales en cuir de chevreau. Puis on lui demande non seulement de les tanner puis de les coudre, mais aussi de les adapter aux troupes. Je sais pas si vous comprenez le travail que ça représente, mais mettons que c'est loin d'être une simple histoire de pointure. Mon mari se connaît en masse en sandales caméliennes, mais là, il fallait que ses créations soient adaptées aux légionnaires corviens, formiciens, chéloniens, suiniens, psittaciens, puis fongiens. Aux esclaves blatiens aussi, sans compter tous les officiers. Un shit show. Son deadline? 1 an. Je vous invite à faire le calcul. 230 000 paires disparates en 125 jours. En se refusant même un seul congé puis en permettant pas plus à son employé, ça veut dire 1840 paires à produire par jour. 1840. À 2. Puis, soyons wild. Imaginons que Gorien engage tout le village pour faire la job. Il reste quand même un problème majeur. L'approvisionnement. Les bergers qui le fournissent habituellement en peau caprine peuvent pas se permettre de décimer leurs troupeaux sans avoir l'assurance que les jarrets vont trouver leur chemin jusqu'à l'étal du boucher. Puis, ils sont pas contraints par un ordre impérial, eux autres. Ils peuvent toujours refuser de coopérer puis tourner leur business vers un acheteur qui va pas les ruiner. Non. Mon pauvre Gorien s'est retrouvé dans une impasse. Il y a rien qui pouvait le sauver. Rien de légal, en tout cas. Mais bon, on avait un voisin d'en dessous. Une vieille fourmi ermite, vestige d'une ère révolue où la sorcellerie formicienne était encore légale. Gorien avait-tu vraiment le choix? C'était les petits tours de passe-passe ou le nœud coulant? Ok, oui, il a fait appel au service d'un éphétique. Mais vous auriez fait quoi, vous, monsieur? Hein? On aurait tout fait comme lui. Puis c'est-tu vraiment si grave que ça? Un peu de sorcellerie pour permettre à nos légions de supplanter l'ennemi sans se péter une cheville. C'est pas comme s'ils ressuscitaient Dénomio le démonologiste pour restaurer les cathédrales souterraines puis redonner les règnes de l'Empire aux formiciens quand même. Le gars s'est juste fait faire une petite multiplication des sandales. Puis ça nous a permis de reprendre le contrôle de ces astis de rampeux. Il mérite une médaille, t'as boire. Pas à potence. Mais non. Par une nuit calme d'automne, la police militaire débarque dans ma chambre à coucher. Tabasse mon mari en sang. Lève la main sur moi, fait peur aux enfants, poignarde le chien puis met le feu à Bécosse. Le soleil se levait quand j'ai fini par éteindre les flammes. Le jardin y avait passé. Là, je me retrouve tout seul avec 3 bouches à nourrir. Pas de jardin, pas de revenus. Hey, gloire à l'Empire, Chris. Je sais qu'il n'y a aucune chance que mon Gorien me revienne. Faire appel au service d'un pratiquant des arts bannis, c'est de la haute trahison. Mais je vous demande de recommander qu'il soit plutôt condamné à des travaux forcés, une sentence que les sénateurs pourraient juger est à mesure de son crime. Merci d'avance. Mircea Vamosas. Cacheté par le bureau du tribun et l'Urmurd. J2, S1, M4, A4, L2, C20. R de Sieb. Traduit de l'Irial par le Journaux. Wow! Merci pour le beau texte, Joël. Ben, ça fait plaisir. C'est excellent. Est-ce que Comment on procède? Est-ce que tu as des questions pour moi? Ben, je vais faire comme toi t'as fait avec mes textes. Je vais noter mes commentaires, puis si tu veux m'orienter après, tu iras. OK. D'abord, moi, ce qui me jette à terre, c'est sûr, toi, tu as une langue qui est inventée, elle existe depuis longtemps. On s'en est parlé, hein, je t'ai parlé, moi, de ma difficulté à nommer mes personnages, mes civilisations, mes lieux. Mais les noms de tes personnages sont vraiment, vraiment bons. Très ouais? Ouais, ben oui, j'adore ça. Gorienda, Oxurban. La sonorité, la sonorité, oui, je trouve que étant donné que c'est ta langue puis ta façon de prononcer puis ta façon d'écrire, ben ça donne des choses que je peux pas vraiment dire. Ah oui, ça c'est clairement telle langue qui a modifié un petit peu. Mais pas juste tes noms, pas juste tes noms propres, mais aussi t'as une énumération de races à un moment donné, puis c'est toutes des. Tu sais, je sais que c'est juste une adaptation puis
c'est des mots qui existent, ils sont là, mais je sais pas. Psitacien, ça existe-tu? Non. Ouais, les espèces, là. Ouais. T'sais, on a déjà tablé, là, c'est des animaux anthropomorphes. Ah, Fait que absolument, oui. peuple monde. Fait que psitacien, c'est tiré du taxon latin pour les psittacidés ou les psittacinés, je sais pas, qui est Que t'as comme francisé. l'ordre des perroquets. Ah oui, ok. Mais je finis tous ces noms d'espèces-là en yin, qui est pas un truc, mettons, dans les mots latins pour parler des animaux. Fait que ça finit jamais en yin, nécessairement. Non, C'est c'est tout le temps genre félidés, félinés ou les félins. Mais moi, je dirais les féliniens, tu sais, pour parler de cette espèce-là. Ouais. OK, mais tu n'utiliserais pas ce genre d'étymologie-là pour ou cette façon d'écrire-là plutôt pour tu l'as pas pour le chien, mettons, dans l'histoire. Qui est vraiment un animal de compagnie, c'est un chien. Un chien, c'est un chien. C'est pas Puis un canicien ou un. Non, c'est ça. Puis s'il y avait une race, tu sais, ça serait sûrement les canidiens ou quelque chose comme ça, tu sais. OK. Y en a-tu? On sait pas, en tout cas, c'est pas nommé ici. Non, c'est ça, mais moi c'est ça que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que t'en as qui sont humanoïdes puis qui font partie de l'Empire puis que c'est des créatures qui ont doté de pensée, de parole, de libre arbitre. Puis t'as un chien qui est juste un chien. Puis t'as est-ce que les bergers, les peaux caprines, c'est aussi des peaux qui sont tirées de bétail? C'est puis... de la chèvre. Fait que l'ordre des différentes races sentientes dans ton univers, c'est certaines, si tu veux, t'as un nombre de catégories prédéterminées, t'as un nombre d'espèces prédéterminées, mais il existe aussi un ordre animal, comme il y a des oiseaux, il y a... Ouais, puis j'ai pas travaillé beaucoup, là, comme la xénozoologie, inventer des monstres, des choses comme ça. Pour l'instant, ma règle zéro, là, c'est tous les animaux qui existent sur notre planète existent là-bas. Puis, je pourrais m'amuser à dire qu'il y a des animaux différents, pas nécessairement des animaux qui sont d'un grand intérêt. Tu sais, dans un texte, si je dis, ben, il existe une libellule qui a de l'air de ça, ben, c'est correct, c'est une libellule qui a de l'air de ça, mais c'est quand même rien qu'une libellule. C'est juste qu'elle n'existe pas dans notre monde à nous. Et je suis pas en train d'inventer un goulot volant. Mais c'est pas le focus de ton histoire non plus. Non, pas du tout. Puis tu sais, on a déjà de la job à comprendre l'univers avec les sentients. Fait que ce que j'ai, c'est comme tu dis, c'est une classe de sentients, d'humanoïdes. C'est juste que c'est des évolutions à partir d'autres choses que le singe, tu sais. Ouais, puis est-ce que t'as puis là, en même temps, comme on a fait pour mes textes, t'es pas obligé de répondre, tu peux me dire ça s'en vient, tu vas voir. Mais est-ce que t'as une explication pour l'évolution de ces différents peuples-là, ou est-ce qu'ils ont été, je sais pas, moi, c'est une sorte d'ascension, ils ont été choisis ou... Ça s'en vient, tu vas voir. OK. Cool. Fait que non, c'est pas pour aujourd'hui, ça. Tu parles des limbes éternelles. J'imagine que c'est parce que la vieille fourmi qui faisait de la sorcellerie, elle, tout de suite, ils l'ont condamnée à mort. Ouais. Est-ce que t'as un... de l'appeler les limbes éternelles, est-ce que ça fait partie d'un système de croyance en un monde après la vie? Ouais, c'est dans le fond le système de croyance que elle, Mircea da Mosas, notre Celle qui a écrit la lettre. Ouais, l'autrice de la lettre, elle clairement elle croit à ça, et où c'est la croyance la plus populaire dans l'Empire. J'ai travaillé des éléments de cette partie-là de la démiurgie, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens croient, c'est quoi leur religion, mais j'ai vraiment juste touché un tout petit peu. Rien de gros. Fait que là, quand j'ai écrit ça, je l'ai inventé pour la nouvelle. C'est les limbes éternelles. On va dire que c'est un truc, puis je le retravaillerai un autre jour, puis je verrai comment je l'ai fait fitter, mais c'est pas quelque chose que je connais déjà. Je le découvre en même temps que toi, en le lisant. Cool. Je sais pas si on l'a entendu à la... C'est pas grave. Je vais commencer par un compliment, je vais m'en aller vers mes questions après. Je trouve que c'est une super bonne idée de parler de choses comme ça, mais du point de vue de la personne la plus normale dans ta société, tu sais, le cordonnier, puis sa femme, puis sa famille, qui vivent cette tragédie humaine-là déchirante, la séparation de la famille, pour une petite bévue, une petite erreur qui aurait pu arriver à tout le monde, puis ou un mauvais choix, tu sais, quelque chose de... Mais ça met en scène
de la magie, ça m'enseigne un système de magie, ça m'enseigne un gouvernement, ça m'enseigne une civilisation composée de différents animaux anthropomorphiques. Tu sais, je trouve ça génial que tu l'aies pris de ce petit point de vue-là. Ouais. On parlait d'approche microscopique, tu sais, puis ce personnage-là, ce qu'elle vit, c'est vraiment un drame, mais elle vit dans ton monde complètement fantastique. Mais C'est une merci. situation qui a été vécue à travers l'histoire. Oui, Des combien milliers de de fois. fois quelqu'un s'est fait flouer par un système qui le dépasse. Tu sais. Ouais. Moi, c'est né ça de quand on s'est dit on va écrire des trucs pour le podcast. Je me suis juste dit qu'est-ce que je peux faire en petit format. Puis on avait parlé de l'idée que ça soit diégétique, que ça appartienne à l'histoire, que ces documents-là pourraient être trouvés dans une boîte qui vient d'un autre monde. Tu sais. Puis fait que dès le départ, je me suis dit je vais faire carrément de l'épistolaire. Tu sais, toi, t'as mis une brochure, une recommandation, un rapport. Ouais. Je me suis dit, pourquoi je ferais pas juste de l'épistolaire? Je vais voir si je vais garder ça, mais ça me donne donc accès à un personnage qui n'est pas en représentation nécessairement. Parce que là, c'est pas le cas ici, parce qu'elle parle au tribun de la plèbe, qui est une personne qui est supposée la représenter. C'est comme son ombudsman. Ouais. Mais genre, ça pourrait être une lettre de quelqu'un à son ami, là. Puis ça fait que les gens ont un rapport dans le choix de faire de l'épistolaire, de placer ça en lettres envoyées d'une personne à l'autre. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui nous collait sur une personne puis son expérience. Puis des fois, les gens, ils passent du coq à l'âne dans leur discours. Ils disent quelque chose, après ça, ils parlent de d'autres choses. Puis ça peut être bien important pour eux, ou ça pourrait être juste une lettre qui disait puis dans le temps des fêtes, tu vas-tu passer à la maison. T'sais. Fait que je me suis dit, en faisant de l'épistolaire, je vais pouvoir toucher à tout ce qui est proche de la plèbe. Puis on dirait que c'est là que je veux qu'on se situe. Je veux pas qu'on sente qu'on est avec les forces armées ou avec le gouvernement. Je veux qu'on se sente avec la plèbe. Fait que j'ai pensé à un cordonnier. Puis je suis allé parler. Mais tu les mets quand même bien en scène, les soldats, puis les enjeux conflictuels, les serpents qui font une révolution. C'est qu'on arrive quand même à comprendre ce que tu as fait dans ta démiurgie à travers les yeux à travers l'expérience de cette femme de cordonnière-là. De cordonnier, pardon. Je sais qu'ils sont caméliens, mais là, caméliens, c'est des chameaux? Ouais. Ah ouais, ok. C'est des gens chameaux dans un petit village entre le désert puis les montagnes sur le bord de la rivière qui séparent l'un puis l'autre. Fait que ils sont comme à l'orée de la civilisation parce que le peuple des chameaux, pour moi, habite le désert central du continent avant tout. Mais il y en a plein qui sont un peu partout, par exemple dans des villes qui sont cosmopolites. Puis là, eux autres, ils habitent un petit village qui est comme à la limite du désert. Est-ce que l'art magique des fourmis est interdit parce que l'Empire le craint? Clairement. Je vais pas entrer dans le détail de tout ça, mais maintenant dans le texte, ça parle de la grande purge. Entre vous et moi, entre vous et moi, je sais pas comment le vieux fou a survécu à la grande purge. Ouais. Fait que pour moi, c'est le petit indice, l'élément là-dedans qui pointe vers... Il y a eu une insurrection. C'était légal, la sorcellerie des fourmis existait, c'était légal. À un moment donné, il y a une grande purge. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce que ça a donné la grande purge? C'est aujourd'hui, tu peux pas être une fourmi qui pratique la magie des fourmis. Il y en a pas beaucoup qui ont survécu, puis ceux qui ont survécu ne peuvent pas faire. C'est un vieux bonhomme ermite caché dans une grotte. Ouais. Mais genre, la fourmi moyenne, je pense qu'elle est nommée à un seul point dans le texte, c'est les légionnaires. Corviens, formiciens, chéloniens. Fait que tu sais que il y a clairement des fourmis qui sont juste des membres de l'Empire à part entière, aussi plate que ça, là. Un soldat, c'est un soldat. T'as des fantassins. Et ouais, ça, des fantassins dans l'Empire qui sont en train d'être au front des serpents. Puis ils font pas de magie, rien. Mais en fait, ça nous laisse même deviner que les fourmis sont les seuls à faire de la magie. OK. Est-ce qu'il existe d'autres formes de magie que la sorcellerie des fourmis? C'est pas dit. Mais la sorcellerie des fourmis, c'est un truc qui leur appartient, propre aux fourmis. Et puis, il y a un point dans le texte, je sais pas si tu as remarqué, où je nomme un mot du novum, un mot du vocabulaire de mon œuvre qui est en Irial. C'est quelque part dans la deuxième page, quand elle défend l'histoire, les choix de son mari. Elle dit, OK, oui, il a fait appel au service d'un Nifitsek. Ici,
elle dit un mot précis qu'on connaît pas, qui fait partie. Ifitsek, ouais. Ifitsek, c'est un mot en irial. Ah, ok, on pourrait penser que c'est le nom donné aux fourmis qui font de la sorcellerie. Exactement. Okay, ouais. Un sorcier fourmi, le mot en irial pour ça, c'est Ifitsek. Puis j'hésitais à le placer dans le texte. J'étais comme, non, je veux qu'on comprenne. Mais maintenant, quand je me suis rendu assez loin dans le texte, j'étais comme, là, on a compris, rendu là. Fait que, elle va juste dire le mot. Ouais, absolument. Ben oui. Puis juste après, tu dis c'est pas comme si il ressuscitait Dénumio, le démonologiste, pour restaurer les cathédrales souterraines puis redonner les règnes de l'Empire aux Formiciens. Là, on a un petit peu d'explication sur qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une purge, tu sais. Un peu, oui. Puis Dénumio, le démonologiste, qui est comme sûrement un genre de combattant légendaire de cette insurrection-là, ou de... Ça, moi, j'aime toujours ça, là, quand tu peux juste comme... nommer un personnage qui est connu de tout le monde dans ton univers, là. Ouais. Mais la personne qui le lit, elle sait pas c'est qui. Puis là, c'est comme une façon de nous montrer non seulement que ce personnage-là existe, mais que il est associé à, dans ce cas-ci, quelque chose de mal. Tu sais. Mm-hmm. C'est un peu comme un bonhomme 7 heures, là, tu sais, ou un... Oui. Parce que c'est ça c'est intéressant, c'est vrai, ce que tu dis. Pour elle, puis pour la personne à qui elle écrit, Dénumio le démonologiste, c'est l'équivalent de pour nous dire, ben tu sais, mettons, je suis pas Alexandre le Grand. Ouais. Puis là, on sait tous c'est qui. Ça prend pas la tête à Papineau. La tête à Papineau, ouais, c'est bon. Fait que la tête à Papineau, c'est devenu une expression, mais est-ce qu'on pense tout le temps à Louis-Joseph Papineau quand on dit, je sais pas, on pense à une toune des Corbeaux fringants. Ouais. Mais Dénumio le démonologiste, pour elle, puis pour son destinataire, c'est quelqu'un de précis, puis ils ont pas besoin d'expliquer quoi que ce soit l'un à l'autre. Fait que ça serait vraiment malhabile pour moi que dans cette phrase-là, elle explique. Non, ça serait de l'exposition. Ouais. Puis, tu sais, je me dis, je peux-tu le faire? Où est-ce que je peux pousser de dire l'exposition qu'elle aurait pas? Fait que dans cette phrase-là, je sais pas si tu vois, mais je prends le temps de rajouter des éléments que, clairement, le tribun de la plèbe a pas besoin de se faire dire pour restaurer les cathédrales souterraines puis redonner les règnes de la... Tu comprends? Elle aurait juste pu dire, c'est pas comme s'il ressuscitait des Dénumio, puis il aurait compris. Fait que c'est quoi le point le point où ce que on peut se rejoindre? C'est quoi notre diagramme de Venn à nous, le lecteur, puis le tribun de la plèbe? Pour moi, cette phrase-là, elle pourrait être enlevée. Puis c'est pas pour rien que je finis la phrase avec « quand même ». Il y a de quoi qui est dans le souffle. Ce genre de choses-là, c'est comme une exagération, puis ça rajoute, en fait, au fait que l'autrice de la lettre, elle est colorée, à être expressive. C'est ça. C'est sûr que ça dépend aussi de qui fait ta narration. Non, ben c'est ça. Elle, à ce moment-là, pour moi, c'est OK, comment je fais passer mon exposition de c'est qui Dénumio le démonologiste, puis c'est quoi la grande purge? Cool. Voici ce que je vais faire. Je vais la faire s'exprimer avec force, puis ça fait partie de son souffle, puis elle veut pousser son idée. Mm-hmm. Fait qu'elle dit, c'est pas comme s'il ressuscitait le gars pour fucking restaurer les cathédrales. Puis genre, c'est quoi? Les reines à l'Empire? Tu sais, comme, elle veut être ultra expressive. Fait que c'est ça mon passe-droit. Mais on dirait qu'il faut tout le temps trouver un passe-droit pour ces affaires-là. Puis je sais pas s'il marche, je sais pas s'il est 100% bon, mais c'est celui que j'ai essayé, là, dans ce petit texte-là. Ouais. Ça me fait penser justement comment tu viens de lire, refaire une relecture de ce passage-là, mais t'as choisi aussi de tout écrire en québécois, tu sais. Mm-hmm. C'est un choix que tu as fait pour tout. Qu'est-ce que tu vas faire pour cet univers-là? Ouais. Je veux qu'on... Il y a deux modes d'explication de pourquoi je fais ça. Ouais. La première, je veux qu'on se sente proche des personnages puis qu'on soit pas heurté par la langue. Et on est tellement habitué de lire du bon français qu'on penserait d'emblée que ça, c'est la pire affaire à faire pour pas être heurté par la langue. Parce que le regard brise au début. Pis tout. Mais en réalité, j'ai constaté, à force d'écrire un peu plus proche du langage oral du Québec, que la courbe d'apprentissage, l'adaptation des yeux à quelque chose d'un peu plus, on l'a tous vécu ces médias sociaux. Genre, c'est facile finalement de lire comme ça. Après un paragraphe, t'es rendu habitué. Puis là, t'es rendu avec le personnage dans son émotion. Toi, en tant que lecteur, lectrice québécois, québécoise, tu peux être dans la peau d'une camélienne agadine pas mal plus facilement que si je te faisais un texte qui est écrit comme Molière ou même un texte qui est écrit comme un roman fantasy en français. Ouais. Normal, tu sais. Ouais. Fait que c'est un choix que j'ai fait. Ça, c'est une des explications. La deuxième explication, elle est
elle est interne à mon projet. C'est que pour moi, le personnage qui invente le monde, il existe. J'ai un personnage qui s'appelle le Jorno. Qui est le héros de ton roman Paraître. C'est ça. Il y a un roman à paraître en février. Furet Masala. Allez tous l'acheter. Février 2024. Mais oui, c'est ça. Le Jorno, c'est le personnage principal de mes histoires autofictives, un peu sur ma vie. C'est un démiurge amateur. Lui, il écrit puis il s'exprime uniquement qu'en québécois. Ouais. Fait que quand lui, il fait une traduction de l'Irial, c'est-à-dire il invente son monde puis il écrit son monde, mais il écrit pas directement dans la langue du monde parce que ce serait illisible à son public. Fait qu'il le traduit en québécois. Il le traduit de la même façon qu'il raconte toutes ses autres histoires. Donc, c'est pas traduit au français, c'est traduit au français québécois dialectal. Puis, c'est ça. Fait que c'est un choix qui s'exprime pour moi par ça. Quand j'ai commencé à l'écrire, là, mettons au début, j'écrivais en bon français classique. Puis ça a duré 5 minutes j'écris pour le podcast. Je vais no way que j'écris de même. Mm-hmm. Je vais y aller bien keb. Ouais. Ah ouais, absolument. Ça doit être surtout plus facile aussi, là. C'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on... Ouais. Mm. On a des réflexes des fois de littéraire, de grande littérature, quand on écrit en bon français, qu'on n'aura jamais si on fait juste raconter une histoire à notre chum. Puis moi, je bénéficie de l'espèce de truc, de tour de passe-passe quand j'écris, de juste raconter des histoires à mes chums. Après ça, est-ce que je le fais bien? Je pense qu'il y a toujours matière à évoluer cet art-là, d'écrire d'une façon très orale, mais tu sais, ça fait 3 ans que j'écris comme ça, fait que j'ai trouvé comme mes plis. J'espère juste que c'est pas des faux plis, tu sais. J'ai un dernier commentaire. Oui? Question. Quoi? J2, S1, M4, A4, L2, C20, R de Sieb. C'est-tu jour 2, semaine 1, mois 4, année 4? Oui. OK. L puis C. C'est pas grave, tu peux pas savoir. Mais oui, effectivement, c'est en français. C'est pas genre des lettres qui représentent des choses bizarres ou un code. C'est juste la façon d'écrire la date. Nous, des fois, on écrit en chiffres la date, on va écrire je sais pas, 12, 01, 3, 23. On sait que c'est le 12 mars 2023. Ouais, exact. Fait que là, ici, c'est le 2e jour. C'est pas que le jour a pas de nom. Il y a un nom en irial. Mais ça, c'est la façon technique d'écrire une date. OK. L2, c'est le 2e lustre du 20e cycle. Fait qu'ils ont un système de datation à Gadin. Puis ça correspond à leur système de datation. On pourrait rentrer là-dedans un moment donné. Ouais. Un moment donné. Aussi, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué l'année. A4? Non. L'ère de Sieb. Non. Dans le texte. Son deadline, 1 an. Oui, OK. Je vous invite à faire le calcul. 230 000 paires en 125 jours. Ah, j'ai complètement loupé ça. Fait qu'un an, 125 jours. 1 an correspond pas à 1 an pour nous. Puis leur système de datation correspond pas à notre système. Parce qu'on a une orbite plus rapprochée du Soleil ou plus rapide. Ou... On en parlera. On va avoir un épisode à mener sur l'astronomie. Puis, génial. On va aller là, c'est sûr, dans le développement d'un calendrier. J'ai passé une autre semaine à m'amener dans mon beurre de raie à faire un calendrier puis des mouvements d'astres célestes. je t'invite à m'amener à faire de même. On ira là-dessus un moment. Ouais. OK. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ben oui, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour, je pense. Merci. Ben, ça fut un plaisir. Ça fut un plaisir. Bonne semaine, Joël. Bonne semaine. À la semaine prochaine, Julien. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.